Alors, eh bien, on va commencer notre rencontre. Voilà, pour les gens qui nous connaissent, c'est peut-être une petite habitude. Ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une boutique de DVD. On essaye d'avoir une sélection un peu éclectique, qui mêle du patrimoine, du cinéma contemporain, art et scène, des films qui nous plaisent. On existe depuis plus d'une dizaine d'années et régulièrement, toutes les semaines, on accueille des réalisateurs, des comédiens, des critiques pour parler de cinéma et essayer de faire en sorte que cet espace-là, qui est normalement un café, bon, là pour l'instant il y a un peu ce café en sommeil, mais ici oui, on met quelques tables, on a une machine à café, on fait du thé bio, du thé japonais, voilà. Bon, pour l'instant, avec le Covid, on s'est un peu calmé avec tout ça, mais on continue, on continue d'accueillir, d'avoir des invités, on est très heureux ce soir d'avoir avec nous Arnaud et Jean-Marie Larieux. Ce sont des cinéastes que je suis depuis longtemps, depuis presque les premiers films. L'idée c'est de parler pendant une heure ici, puis de parler de votre filmographie, de parler de Tralala, évidemment, votre dernier film, mais aussi de faire le lien avec la boutique, c'est-à-dire de parler des films qui vous ont inspiré, qui vous ont construit, des réalisateurs qui vous ont marqué, puis qui vous accompagnent. Je sais que vous êtes quand même de grands cinéphiles, donc nous, ça nous intéresse d'entendre parler, être un peu en dehors c'est plus un peu de promotion comme ça, mais de parler de cinéma. Donc, je pose toujours à mes nouveaux invités une question, à savoir la première image de cinéma, une première image de cinéma qui a été marquante pour vous, ou qui a été, je ne sais pas, fondatrice, je ne sais pas parler de scène primitive, mais d'images, peut-être autre que Bambi, ou voilà. Donc, à l'un et à l'autre, parce que voilà. Arnaud. Vous avez assisté à notre performance à Beaubourg il y a... Non, parce que c'était ça la question. Ah oui, d'accord, je ne suis pas du tout original. Et on a mis une heure pour y okay. Le sujet c'était quel âge ont vos images? Ah. Et bon, on s'est transformé en archéologue de nous-mêmes et en cherchant la scène primitive. Et en partant de Tralala, des scènes de boîte de nuit de Tralala. Mais bref, quand on est arrivé aux premières images, au sens de la date, des premières choses qu'on a vues, on est arrivé dans la cave de notre grand-père qui projetait ses films amateurs. D'accord. En fait, les premières images de cinéma qu'on ait vues, alors bizarrement, on ne dit pas tellement de films, parce que c'était, certes, il y avait des petits films, c'est-à-dire ça se tenait sur un quart d'heure, 20 minutes, il y avait des petites fictions qui mélangeaient la famille, le burlesque, quelque chose comme ça. On ne disait pas, j'ai vu le film de Papy. Mais les premières images qu'on a vues, c'était celle-là en fait. D'accord. Dans la cave d'un petit hôtel lourdé. Mais je trouve qu'il y avait des Chaplin aussi. Quand même. Oui, ils avaient quelques vieilles, alors encore plus vieilles, à l'époque où les films étaient ce que vous faites en DVD, ça existait en Super 8. Pour le grand public. On pouvait louer, acheter des Chaplin en Super 8. Donc il y en avait un ou deux qui traînaient dans cette cave aussi. Jean-Marie, je pose la question. Oui, parfois on peut se nuancer, mais je trouve qu'on a à peu près la même expérience relativement à l'enfance et à l'adolescence, on a à peu près la même. Non, c'est ces premiers films-là, éventuellement quelques films muets, mais ce qui était étrange, c'est-à-dire que notre grand-père faisait des films burlesques muets en 16 mm couleur des années 60, mais qui reprenaient au fond les burlesques des années 10, mais il tournait avec des copains et ça se passait à la montagne. Donc déjà, il y avait un truc un peu biaisé, puisque c'est comme le cinéma appartenait à la famille, mais il se rattachait quand même, forcément, puisqu'il y avait des Charlots, à une tradition plus ancienne. Donc on pourrait dire qu'on a d'abord vu des films burlesques avec des gens qu'on connaissait à l'intérieur. Et muets. Et muets. Et puis, après, il y a eu la télé, je dirais, forcément, la télé. Et là, il y en a un qu'on a suivi régulièrement pour moi qui était... il y a la télé première période, comme beaucoup de gens de cette génération, où on n'assistait pas à la fin des films.
on nous mettait au lit avant la fin. Ah oui, alors ça, On avait beaucoup, la moitié des films. ça c'est vrai. 9h30, donc en gros, ça commençait un peu plus. Jusqu'à une dizaine d'années, je dirais, jusqu'à 11 ans, 12 ans, on voyait à 9h30 c'était fini. Donc on a longtemps fantasmé aussi sur ces films dont on ne connaissait pas la fin. Mais un qu'on a vu régulièrement à tous les âges, par exemple, pour moi c'est Rio Bravo. Rio Bravo, on l'a vu gamin, on l'a revu adolescent, on l'a vu cinéphile. Voilà, Rio Bravo, par exemple, ça a traversé comme ça. Mais si on s'arrête, parce que je vous ai fait choisir à l'un et à l'autre une liste de films, encore une fois, c'est pour arriver à Tralala, mais aussi pour voyager aussi à travers l'histoire du cinéma. Mais Rio Bravo, quoi, c'est la figure de John Wayne, c'est le cinéma de Hawks, c'est la camaraderie, c'est ces histoires d'amitié. Qu'est-ce que vous déjà capturez ou qu'est-ce que vous arrivez Le western, j'imagine, mais il se trouve que plus tard on a compris que c'était un bon et un grand film. On aurait pu aimer une connerie. Il se trouve que c'est un classique, c'est un vrai classique. Il se trouve qu'à l'époque, d'ailleurs, on l'avait même vu dans des projections plein air en Espagne, sur des plages. Enfin, à l'époque, c'était un film qui circulait, donc dans les années 70, Rio Bravo, toutes sortes de trucs qu'on pouvait voir sur les plages en Espagne. Avec Atari. Et Atari aussi, c'est les classiques, ça veut dire que... Mais c'est vrai que c'est Hawks. Donc, je sais pas... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, c'était pas particulièrement la vérité de John Wayne. Non, mais c'est un excellent film, en fait, c'est Hawks. Mais c'est un film aussi, c'est un film de bande, un film qui parle de l'amitié, un film où il y a peu d'action aussi, où il y a des héros qui attendent aussi énormément. C'est vrai. Il y a de l'humour tout le temps. Il y a de l'humour énormément. Il y a des parcours brisés. Voilà. Il y a de la chanson. Il y a déjà un peu. Non, c'est vraiment celui-là qui traverse. Et après, il se trouve qu'un peu plus, on était au lycée, et là, vraiment, il y a eu une salle de cinéma, le Parvis Méridien, qui était une salle à Art Essai, qui montrait des films. Et là, on a gardé 3 films qui nous ont vraiment marqué. Là, on ne savait pas ce qu'on allait voir, vraiment. Et il y a eu L'Argent de Bresson, Toute une nuit d'Ackerman, et Pauline à la plage de Romer. Et là, à chaque fois, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que... Là, on était assez scotchés. Oui, mais bon, à chaque fois, là, on parle de films et de réalisateurs. Mais pour dire, non, mais on est en province, on n'avait pas eu de livre. Alors à l'époque, peut-être on s'était dit, tiens, on essaiera de faire du cinéma. Donc on s'y intéressait, mais je veux dire, là, c'est pas des films qu'on voulait aller voir parce qu'on avait lu des choses sur ces films-là. Ça passait pas par la lecture des cahiers? Non, pas encore. D'accord. Moi, je trouve intéressant de voir déjà cette figure du grand-père, qui est quand même une figure un peu, pas tutélaire, mais je pense que le grand-père aussi, il y a un vieux, comment il s'appelle, Brennan, le vieux chez Hawks. Oui, mais voilà, Walter Brennan. Peut-être qu'il y a une association, on avait l'impression que notre grand-père était à l'intérieur du film de Hawks, peut-être. Et quand est-ce que... Parce que je crois que vous n'avez pas fait d'études de cinéma Disons à l'université. Oui, pas pratique. C'est pas, la pratique, on ne l'a pas appris à l'école. Mais ça ne vous a pas empêché de prendre assez rapidement la caméra et de... Oui, en Super 8, oui, voilà. On a fait de la photo et après du Super 8. D'accord. Et déjà un format pour s'amuser. Et pour le coup, alors par contre, la cinéphilie lourdaise, il y avait deux cinémas un peu... qui périclitaient, mais qui ont périclité longtemps, on va dire. C'était des films d'horreur ou des films, pas porno, des érotiques italiens, un peu étranges, je ne sais pas comment ça s'appelait. Ça va être un genre. Disons des films interdits au moins de 13 ans. Voilà. D'accord. Ah oui, il y avait une interdiction de 13 ans. Et il n'y avait que ça. À Lourdes, il n'y avait que ça. Ah oui, donc passer de Pauline à la plage, Bresson... Ça a été un peu plus tard, les premiers juste avant. Pour dire qu'en Super 8, en gros, on faisait des films de montagne ou des films d'horreur. Ah oui, d'accord. Après, les films sur le désir, c'est venu après. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai pas rappelé votre filmographie, je la rappelle quand même pour... voilà, je pense que vous connaissez un peu voilà, nos invités, mais 1980... il y a eu des courts-métrages, déjà, il y a eu une série de courts-métrages. Je ne cite que les longs, même si moi je les ai découverts à travers La Brèche de Roland, qui a été qui était plutôt classé comme un moyen métrage. C'est ça, on a fait 2 films avec le grec, je
pas si vous savez ce que c'est le GREC, c'est une sorte de bourse d'aide au film. Il n'y a pas de producteur, c'est versé directement sur le compte des réalisateurs ou des réalisatrices, ce qui est assez formateur. Oui. On en a fait 2 comme ça, Court Voyage est en couvert. C'est-à-dire formateur à quel niveau? Au sens que il y a un producteur dans la salle, il y a un producteur, au sens qu'on comprend très vite ce que coûte un film, et que quand on est étudiant et qu'on voit ce que coûte l'heure de mixage, ben on sait que si on se rate ou enfin, on ne fait pas le malin, on ne peut pas faire tellement l'artiste. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est débité sur son propre compte. Oui, d'accord. À l'époque, on a 1000 francs sur le compte et qu'on s'aperçoit que c'est 1 heure de mixage. Oui, d'accord. Oui. Donc, il faut faire très attention. Il faut s'inspirer de l'exemple de Romer. Non, mais c'est vrai, c'est très formateur. Oui. Et donc, les films avec le grec, c'était... On en a fait 2, voilà, 87-88, Court Voyage est en couvert. Ouais. Et après, on a eu l'aide au court-métrage du CNC, et j'ai commencé, à l'époque, on ne signait pas nos films ensemble. Donc il y a Les Baigneurs, et après Bernard ou les Apparitions. Après, on a tenté de faire, on a fait une commande pour le Parc National des Pyrénées, on a repris nos acteurs des courts-métrages, on a mélangé documentaire et fiction. Oui. Ça, c'est le premier film qu'on a signé ensemble, ça s'appelle Ce jour-là. C'est des films qui sont encore visibles, ça ou, parce que, Ce jour-là, on a des liens, mais les autres, oui, les 2 films du grec, ils existent sur le site du grec. Et les autres, ils sont un bonus du premier long qui s'appelle Fin d'été. Alors là, c'est un DVD qui existe. D'accord. C'était Arcadia Film, maintenant c'est La Traverse. D'accord, ok. C'est La Traverse qui a ça. Bah oui, avec qui on travaille. D'accord, ok. J'en viens à La Brèche de Roland, parce que c'est quand même un film qui est, moi que j'ai vu avec Un homme, un vrai, mais qui était... le grand public vous a un peu découvert par le biais de si on va juste au bout on a tenté d'écrire un long, enfin, quand je dis tenter, qui est un énorme scénario, qui s'appelait L'été, qui faisait 200 pages, qu'on n'a pas réussi à financer, on est quand même le producteur de nos cours, et on l'a tourné vraiment, on a fait une souscription. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas encore Internet, on l'a tourné pour 140 000 francs, ça faisait 1 heure pile, la fiction. Le producteur nous a dit ce serait bien qu'on passe en long, donc du coup on a tourné un prologue documentaire à cette fiction, et le film s'appelle Fin d'été, il fait 1h08. Et c'est le premier film qui est sorti dans une salle à Paris, au Panthéon, qui a été à la CID à Cannes. Et c'est comme ça qu'on a rencontré... C'est ce film qu'a vu Mathieu Amalric. Voilà, Mathieu Amalric l'avait vu, on s'est parlé, on venait d'écrire La Brèche de Roland, et on a écrit... Enfin, on a tourné La Brèche de Roland avec Mathieu, qui était un moyen métrage, et qui est sorti ensuite. On reçoit Mathieu la semaine dernière ici à la boutique, donc on a parlé de ses films, mais on a parlé de vous aussi, forcément. Et il a vu ce film-là, lui sortait d'un dépléchin de Comment je me suis disputé, c'est ça? Et vous a contacté, a dit j'ai envie de travailler avec vous. Concrètement, c'est pour ça qu'il faut toujours faire les choses. Comme il n'y avait qu'une salle à Paris, à la séance de 14h, on y était pour compter les spectateurs, il y en avait 25. Et l'ouvreuse nous a dit, Mathieu Amalric. D'accord. Et donc on a dit à l'ouvreuse, si ça lui plaît, qu'il vienne nous voir au café à côté. Ça lui plaisait, il avait envie de faire quelque chose avec nous. Et on dit, on a un film qui est écrit qui s'appelle La Brèche de Roland. Ça se passe en montagne. Quel souvenir tu as de cette rencontre avec Mathieu? Avec Mathieu. Au café au Panthéon? Ouais, cette première rencontre, parce que c'est quand même quelque chose, c'est une fidélité, quelque chose qui s'est installé. Mais... En fait, on le croisait déjà un peu dans les festivals de court-métrage, mais lui en tant que réalisateur. C'est l'époque aussi de ses premiers courts-métrages, Les yeux au plafond, je crois. Il a fait Mange ta soupe. Ça, c'est après, je crois. Mange ta soupe, c'est après, Mais c'est Mathieu, ça fait peut-être ça pour tout le monde, mais quand je le revois aujourd'hui, c'est exactement le même. Je le vois arriver dans ce café, il avait un carton avec un mixeur pour aliments pour bébé, il venait d'avoir un bébé, il était décoiffé, il était entre 4 rendez-vous, il n'y avait pas encore les portables. C'était le tout début des portables. Je crois qu'il a eu son premier portable sur La Brèche de Roland. Donc voilà, on a assisté au premier portable de Mathieu Amalric. Justement parce qu'il s'en allait, il quittait Paris pour aller dans ces montagnes profondes et il laissait une petite famille, donc il avait et une femme, donc il fallait qu'il téléphone. Mais voilà, Mathieu, à la fois tout en désordre, qui part dans tous les sens, et puis qui nous dit très précisément j'ai envie de travailler avec vous. J'ai envie de travailler avec vous, mais en même temps quelqu'un qui ne se considère pas
toujours pas comme comédien, qui dit je ne suis pas... Non, mais quand même il nous fait la proposition, quand il nous dit je veux travailler avec vous, c'est pas pour faire notre assistant. Oui. C'est quand même pour faire l'acteur, il fait quand même une proposition d'acteur. Mais ça, il faut voir Fin d'été, mais quand on voit Fin d'été, il y a vraiment toutes les catégories d'acteurs qu'on puisse imaginer. Du copain, en passant par la chèvre, d'ailleurs, il y a des animaux, il y a des chèvres, un âne. L'acteur le plus... il y avait Pierre Maguelon, qui était un acteur de téléfilm à l'époque, même s'il avait fait des Buñuel. Il y avait tout, à la fois les amis, les acteurs intermédiaires, les animaux. Et je pense que c'est ça que Mathieu a vu aussi, c'est-à-dire il y avait un joyeux bordel de manière de faire de la comédie. Il y a une évidence de s'intégrer, quand on est un peu acteur, qu'on a envie de faire l'acteur, participer à des films, je pense que c'est un univers dans lequel on a envie d'entrer. Oui, mais il y avait quand même quelque chose dans son profil, dans sa personnalité, qui vous plaisait quand même Non, ce qui nous... vous vouliez filmer quand même un territoire, un espace, il y avait cette question-là. Oui, il avait une identité qui venait de Desplechin. Et nous, ça nous permettait aussi quand même de faire un pas de plus dans notre très lente démarche vers le comédien. Mathieu était un intermédiaire, justement, entre celui qui dit je ne suis pas comédien, mais qui le fait très très bien, et qui peut sortir des tartines de texte sans difficulté, des longs plans séquences, etc. Parce qu'on a quand même toujours eu très peur de l'acteur, enfin toujours non, mais au début en tout cas. Oui. On s'en méfiait beaucoup, d'ailleurs les tout premiers courts-métrages... De l'acteur professionnel, oui. Qui a des attentions, qui a des... Voilà, mais au début, les premiers acteurs dits professionnels qu'on reçoit sont comme nous, c'est-à-dire ne le sont pas vraiment en réalité. Et ça, c'était très compliqué pour nous. Le film était aspiré dans quelque chose dont on n'avait pas du tout envie. Voilà, donc nos tout premiers courts-métrages, les Grecs, tout ça, c'est des choses... les gens qui jouent dedans, c'est sur le modèle des modèles bressoniens, vraiment. D'ailleurs, ils sont quasiment muets, les films, même si on voit des gens, ça ne parle pas. Il y a beaucoup de sons, c'est lié à la sensation, où est-ce qu'on est, à quelle heure, qu'est-ce qui se passe. Tout ça. Donc Mathieu, il a mené, alors ça c'était aussi le scénario de La Pêche de Roland, Fin d'été était très fictionné, mais ça venait aussi de nous, des endroits où on allait en vacances, des histoires de gens qu'on avait connus, etc. Mathieu nous a mené quelque chose de l'extérieur, mais de possible, de pas violent, de vraiment possible. Oui, on peut dire au départ, on a beaucoup voulu filmer des lieux. Court voyage est en couvert, c'est ça, la montagne, Venise. Et l'acteur, on avait un peu peur, c'était le côté celui qui allait nous voler les lieux, qui prenait toute la place, qui était compliqué à gérer en plus. Même les castings, on comprenait sur les baigneurs quand même. Un des acteurs qu'on avait choisi après pas mal de temps a fait une crise d'angoisse dès la première heure où il est arrivé. Il a dit j'ai peur de ne pas pouvoir continuer et finalement il a fallu qu'on le remplace. Et en l'occurrence Arnaud a dit c'est moi qui vais prendre sa place. Il n'a pas dormi de la nuit, moi qui n'ai pu dormir, c'est finalement moi qui ai joué. Et pour dire quand même c'était toujours un peu compliqué les acteurs, on s'en méfiait. Voilà. Et Mathieu c'était celui qui dit je suis pas acteur. Mais il y avait un côté comme le courage de Mathieu, c'est-à-dire je ne suis pas acteur, et il y avait comme une appréhension de se jeter dans le plan, sauf qu'il était, contrairement aux autres, il était très très bon. Mais avec l'appréhension de l'amateur. Il n'y avait pas un côté je sais faire. Il inventait, et en plus, en l'occurrence, il fallait qu'il grimpe, il fallait qu'il... C'était nouveau, ce territoire-là, et ce qu'on aimait beaucoup, c'était ça aussi, ce qu'a dit Arnaud, le Parisien en montagne. Il se trouve qu'il était très physique et qu'il était très à l'aise. Alors, ce que je lisais aussi, c'est que vous aviez écrit Peindre ou faire l'amour avant Un homme, un vrai. C'est bien ça. Alors qu'on a l'impression qu'Un homme, un vrai s'enchaîne tout naturellement avec La Pêche de Roland. Mais ça, c'est les rencontres. Oui. Arnaud qui est parti en Italie, il était à la Villa Médicis. Moi, j'avais écrit juste le synopsis de Peindre. Oui. Mais comme il y a eu la rencontre avec Mathieu entre-temps, là, on rebondit sur les inspirations. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on retourne un film avec Mathieu, c'est une rencontre. Donc on a écrit pour lui Un homme, un vrai. Et puis sachant que Peindre ou faire l'amour, les acteurs avaient une cinquantaine d'années, forcément on savait qu'on allait se confronter à des acteurs
chevronné, voire connu, voire star, ce qui est un peu... Mais déjà, vous aviez ça en tête? Moi, je suis assez étonné parce que déjà très tôt, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très ambitieux dans l'ampleur des projets aussi, dans leur budget, dans les comédiens que vous vouliez pas appâter, mais voilà. Pas nous faire l'amour, c'est quand même Daniel Auteuil, Sabine Azéma, donc bon voilà, c'est tout de suite un cinéma français beaucoup plus installé, donc avec beaucoup plus de risques, alors que... Donc ça, on le sait après. Oui, mais vous savez avant que Daniel Auteuil quand même. Oui, mais je pense pas, on n'a pas écrit pour Daniel Auteuil, ça s'est fait... Non, on ne savait pas pour qui on écrivait, ça c'est sûr. Non. On n'a pas du tout pensé à eux. On avait des sortes de modèles, encore une fois, des gens qui n'avaient pas du tout vécu l'histoire qu'on voit dans Peindre, mais... Des modèles dans la vie réelle. La vie réelle, voilà. Du milieu social, des activités professionnelles, on avait un modèle. Donc je pense même qu'en écrivant, on pensait plutôt à eux. À eux, oui. Pas pour qu'ils jouent dans le film, mais voilà, pour créer les personnages, c'était eux. Et les comédiens sont arrivés tard. Je ne sais plus dans l'ordre, mais c'est peut-être Sabine la première qui nous a raconté après. Il y avait la photo sur la brèche de Roland. Ou les coques de brouillard. Ouais, ou les coques dans un homme. Non. Oui. Les coques de brouillard, c'est dans un homme. Il était question de tournage en montagne avec ces deux jeunes gens qui venaient d'ailleurs, tout ça. Et ça l'avait beaucoup énervé. Elle raconte qu'elle avait jeté le journal en disant mais jamais, voilà, jamais je tournerai dans ce genre de film. Et le casting, moi je m'en souviens très bien. Il y a Stéphane Battu aussi, qui a fait tous nos castings des premiers films. Mais Sabine, je me souviens que c'était venu à la télé. On regardait la télé, voilà. Je me souviens plus comment c'était Cyrillon qui faisait. Il y avait un truc sur Paris Première où des acteurs venaient, on leur mettait un peu des extraits de leur vie et ils commentaient. Et je me souviens d'un soir où vraiment j'ai vu Sabine Azéma. La manière dont elle parlait, tout ça, là ça fait tilt aussi, c'est elle. Donc pour dire qu'on n'ait absolument pas pensé à eux, voilà. On s'est mis à chercher une fois qu'on s'est dit le film est possible et on va pouvoir le faire. Alors déjà, dans la répartition des rôles dans le tournage, je sais que Arnaud est plutôt au cadre, c'est ça. C'est plus toi qui es en contact avec les comédiens ou pas? Voilà, après on ne s'interdit pas. Voilà. Au moment où on dit moteur, Arnaud, alors je trouve qu'on a fait une exception qui est le dernier, Tralala. D'accord. Mais sinon c'est Arnaud qui cadre. Au niveau, pour rester sur la direction d'acteurs, sur les comédiens, qu'est-ce que c'est de diriger des non-professionnels, j'imagine, quelqu'un comme Mathieu, avec qui on essaie peut-être avoir l'habitude de travailler, et des grandes stars, même si Mathieu est une star évidemment, mais comme Auteuil, est-ce qu'on est plus prévenant, est-ce qu'on est plus intimidé, est-ce qu'on se permet moins de choses? Ce qui a été extrêmement formateur, c'est de travailler avec des gens qui ne sont pas comédiens, voire avec des très mauvais comédiens. Okay. On peut citer, on la cite toujours, c'est une amie qui s'appelle Pia Camilla Cooper, qui est quand même absolument ingérable, absolument indirigeable, et on a quand même fait tout un long métrage avec elle. D'accord. Et franchement, quand on a fait ça, et qu'arrivent des acteurs, mais qu'arrive Sabine Azéma, mais c'est comme si on avait, je sais pas, si on avait conduit des voitures voilà, des voitures pourries, tout d'un coup il y a une Rolls. Mais c'est quoi, c'est quoi de conduire une Rolls alors? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en gros elle se conduit toute seule. C'est tout. On rectifie à peine si elle se trompe de... Et encore que la Rolls, Sabine Azéma, pour la nommer comme ça, elle fait même l'éventail de toutes les propositions. Donc en plus, il y a Annette aussi qui est au montage. Donc après, c'est une histoire de montage. Non, mais c'est-à-dire que vous répétez, elle propose, il y a plusieurs prises, ou la première... comment est-ce que ça se passe? Non, en tout cas, nous, on répète très peu. Mathieu, qui est un côté réalisateur, ce qui est sympa... En fait... Comment dire, un acteur il joue dans un plan. L'histoire c'est de construire un plan. Un plan c'est l'endroit où on va mettre la caméra et on essaie de trouver le cœur de la scène. Et là il y a tout qui joue. C'est à la fois le cadre, justement, c'est pour ça que c'est toujours le cadre fait partie de la mise en scène et l'acteur va jouer dans le plan. Et c'est de construire ça ensemble. Donc on a toujours besoin un peu de voir l'acteur dans le lieu pour établir le début du plan. Mais au fond ça se joue quand vraiment il va jouer et il joue que quand
on tourne. Donc on a toujours été très méfiants des longues répétitions. Ça s'était passé sur nos courts-métrages, où comme moi je devais jouer, j'avais répété, il s'était passé des choses super avec le comédien, mais ça c'était avant. Oui, et on a passé une nuit à essayer de retrouver ce qui s'était passé. Et ça, on a dit non, ça plus jamais. Plus jamais. Non, après, le bon acteur aussi, parce qu'un cadre, c'est une cage. Alors il ne faut pas que l'acteur se sente en cage, mais c'est une cage. Il faut lui dire ça va de là à là. Mathieu est très nerveux avec les marques. Alors en montagne c'était pratique parce que on pouvait lui mettre un gros caillou, un abîme, ou une cascade ou un abîme. Non mais d'où s'il tombe, bah voilà. On a toujours fait la mise en scène vis-à-vis de ça quand même. Quelqu'un dans cette cage. Cage au sens, c'est quand même il y a des limites. Après il faut qu'il se sente très libre dans ses marques. Et alors quand les grands fauves arrivent, les Hauteuil, je dirais plutôt Hauteuil, Kazema, elle est plutôt de l'ordre de la gazelle. Elle peut passer par-dessus les barrières de la cage. Mais Hauteuil, par exemple, aime beaucoup avoir énormément de contraintes. Et d'ailleurs, on ne parle que de ça dans la préparation du plan. Toutes les contraintes qu'il va avoir, jusqu'où je peux aller, où est le verre, combien il y a de pistaches dans le truc. Il va savoir que des trucs comme ça. Mais parce qu'il se réserve, justement. Tout le reste, il va nous le donner que dans le plan. Et du coup, il y a 2 prises. Et quand il estime que c'est bon, et en général, il ne se trompe jamais, il dit bon, je crois qu'on n'aura pas mieux. Mais oui, c'est tellement vrai qu'il n'y a pas de problème d'ego à avoir. C'est tellement vrai que. Par contre, il faut toute la cage, tous les accessoires qu'il y a dans la cage, ça faut soit très précis. L'heure à laquelle on tourne, toute la lumière. Je veux dire la direction. Une fois qu'on a défini les places, le cadre, la lumière, l'ambiance du tournage, c'est quasiment fait. Et on se débrouille pour précisément pas avoir des comédiens qui vont poser tout un tas de questions annexes sur l'histoire du personnage. Enfin, nous, ça c'est aussi au casting, on s'est toujours débrouillé pour a priori avoir des acteurs avec qui ça se passe bien et qui posent pas de questions. C'est vrai que Stéphane il pourrait compléter. Stéphane, hein? Mais non, mais il nous a, quand on travaille ensemble, ou alors il les pose à Stéphane et il a déjà répondu pour nous. Et alors Mathieu nous sert encore beaucoup vis-à-vis des autres comédiens nouveaux qui arrivent dans nos films. Oui. Comme il nous connaît très bien, il sait souvent, les acteurs, plutôt les actrices d'ailleurs, vont lui demander mais est-ce qu'ils sont contents ou pas. Et c'est vrai que nous des fois on ne fait pas tellement attention à ça. On se regarde, on est content, on fait oui c'est bon, puis on enchaîne. Et Mathieu sert à ça, il va leur parler pour nous. Non, t'inquiète pas. C'est qu'ils sont très contents. Ils sont très pudiques dans leur enthousiasme. Mais c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'une fois qu'on dit qu'on va faire, qu'on change de plan, ça veut dire qu'on est vraiment content. Et les gens ne le savaient pas, mais si on a mis autant de temps à le construire, ce plan, si on décide d'en changer, c'est que vraiment on pense qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas fait des tonnes en disant on est vraiment content. Il y a quand même un truc, ça c'est la psychologie du tournage, mais il faut gérer l'enthousiasme. Parce qu'il peut y avoir de la déperdition d'énergie dans l'enthousiasme libéré au mauvais moment. Et je suis sûr même que si on est trop enthousiaste vis-à-vis d'un acteur, ça peut l'angoisser. Et de toute façon, il ira demander à quelqu'un d'autre, mais tu crois que le tournage a été bien. Oui, d'ailleurs, dans le genre Dussolier, un peu comme ça. Oui. Et d'ailleurs, on se demandait avec qui il avait tourné, parce que je me souviens quasiment, mais au bout d'une prise, voire de 2, une fois, Jean-Marie pensait, donc, tu penses qu'on pourra en faire une 3e? Et c'était drôle. Et lui, il attend. On est un peu vraiment obligé de lui dire, nous, qu'il ne pourra pas faire mieux. Enfin, je sais pas, lui, il voudrait tout le temps en faire. Non, mais voilà, ce qu'on appelle appelons les grands acteurs quand même. Et surtout, mais Dussolier par exemple, c'était très impressionnant aussi. On dit qu'il fait toujours la même chose, mais dans 21 nuits avec Paty, moi je trouve extraordinaire parce qu'il devait jouer donc. Jean-Marie, oui. Oui, c'est assez compliqué. Il joue un ancien amant d'une femme qui a disparu. Voilà. Mais il est peut-être nécrophile. Oui. Donc avec une arnaque. Et il est peut-être un écrivain très célèbre qui est Jean-Marie Le Clésio. Et vraiment à le voir jouer, il joue les 3 à la fois.
Et évidemment, on n'a jamais parlé de ça. Jamais. Il a lu le scénario, là pareil, il y a des cadres très précis. Jamais. Il est très concentré, jamais. Après, on rectifie peut-être un truc de déplacement, mais on n'a jamais parlé de ce contenu-là. Il le connaît, il le sait, il jubile avec ça. Et justement, on lui donne là. Alors par contre, on ne le pressait même pas, il jouait très lentement. D'ailleurs, on se dit décomposer les choses. Et il jouait des choses avec les yeux, un truc avec la mâchoire, et un truc avec sa voix qui porte ou qui rentre. Voilà. Et avec ces trois, on dirait un joueur de batterie. Voilà. Il décompose. Et franchement, quand on regarde ce qu'il joue, il ne faut pas s'en mêler. Mais plus ça va, et donc plus... Mais je termine. Au fond, on a appris, diriger un acteur, c'est regarder ce qu'on a sous les yeux et ce qu'il nous offre. C'est beau. C'est pas du tout la volonté d'atteindre, de dire tu dois aller vers ça. C'est précisément regarder avec beaucoup de recevoir ce que la personne en face propose. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas ce qui ont été proposés. La caméra le capte, plus ou moins. Il y a une comédienne où il y a eu une rencontre ratée au début et qui après s'est confirmée, s'est installée, c'est Karine Viard, qui avait refusé un rôle, je dois le dire, dans Un homme à un vrai, et que vous avez ressollicité, je ne sais pas si c'est elle qui vous a ressollicité, et puis maintenant qui... C'est voilà, je crois. Enfin, on s'était croisés. Non, entre-temps, on avait appris, compris, parce qu'elle le disait dans des interviews, qu'elle regrettait de ne pas avoir fait Un homme à un vrai, d'avoir refusé Un homme à un vrai. Mais elle nous l'a dit très simplement, c'était toutes les scènes dénudées, et en particulier une scène où elle arrivait, elle recevait Mathieu dans son appartement, et elle était tellement confuse de cette rencontre qui allait advenir, elle était en train de s'habiller et elle oubliait de se rhabiller le haut. Donc elle recevait Mathieu de manière normale, courtoise, amicale, seins nus. Voilà, sans s'en rendre compte. Et ça, cette scène-là, nous avait dit ça, je peux pas. Et puis quand elle a vu la scène, elle lui dit mais je suis complètement idiote. Donc après, quand on a su ça, on s'est remis sur sa trace, parce qu'on l'avait quand même en tête, donc. Et puis, alors, la proposition d'après, c'est Les Derniers Jours du Monde. Où là, elle joue la femme de Mathieu, mari et femme, quoi. Et dans une scène assez... Alors, il ne se dénude pas vraiment, mais elle est assez torride, et on appelle ça une scène de sexe quotidien et conjugal. C'est un contexte un peu particulier, mais on comprend. Voilà. Et ça, parce qu'il parle. Du coup, elle s'est livrée, elle a dit non, je fais ce que vous voulez, après on verra dans le détail comment on fait très concrètement. Mais la scène, elle n'a pas eu de rejet à la lecture de la scène. Parce que j'ai l'impression qu'elle fait partie vraiment de votre univers, presque de votre vocabulaire physique, dans ce qu'elle est. Moi, je pense à Patty, le personnage de Patty, c'est quand même c'est un cadeau, ce personnage. Est-ce que le texte que vous lui mettez dans la bouche, et comment elle... on imagine... je sais pas, moi j'imagine qu'en tant que comédien, ça va être totalement jubilatoire, quand même, Oui, alors sur Patty, ça a été plus compliqué avec Patty. Alors là, sur le rapport aux acteurs, c'est la première fois qu'on travaille vraiment sur le texte. Parce qu'il y a ces longs monologues, enfin, c'est des monologues... Si vous avez tout vu, c'est les mieux... avec Patty, oui, voilà. C'est des monologues adressés à quelqu'un, donc quelqu'un qui écoute, mais l'acteur, ce qu'il doit faire, c'est arriver au bout de son texte qui fait 3-4 minutes, je crois que les plus longs, il faut plus de 4 minutes. Et nous, on avait toujours dit qu'on allait les tenter en plan séquence, c'est-à-dire comme c'est des récits, de se dire ce qui compte, c'est que quand ça démarre, voilà, ça doit être un tunnel jusqu'au bout. Alors, on les a tournés comme ça, d'ailleurs. Après, ils sont coupés par des plans d'écoute sur Isabelle Carré, mais qui ont été tournés après, c'est-à-dire les monologues de Patty sont toujours filmés d'un trait. Et on s'est rendu compte au montage d'ailleurs que quand on a fait plusieurs prises de chaque monologue, mais chaque fois qu'on essayait de prendre un petit bout d'une prise et puis un petit bout de l'autre prise, ça ne marchait pas du tout. C'est-à-dire que chaque prise avait vraiment sa logique, que l'acteur, l'actrice avait donné complètement, quoi. Et ça, du coup, ça se dit pas avant. Ça se dit. Par contre, on a beaucoup travaillé les textes en amont. C'est la première fois qu'on fait des lectures, vraiment,
en amont de tout, en amont du tournage, et où on a vu que Karine, pas Karine en tant que Karine d'ailleurs, mais c'est le truc de l'acteur en général, son premier réflexe c'était de mettre des clichés sur le texte. Et juste pour, comment dire, pour le comprendre en même temps qu'elle le lisait. Donc elle-même a compris très vite qu'elle devrait connaître ses textes vraiment par cœur, par cœur, par cœur. C'est-à-dire pas avoir de souci de sens au moment où on dit les choses. Et si on s'écoute parler, on met du sens partout, et c'était grossier, et on ne rentrait pas dans les récits. Donc ça, quand même, c'est la première fois, et je ne sais même pas si on l'a refait depuis, parce qu'il y avait ces fameux textes. Et sur le tournage, du coup, alors là, le tournage, la vie réelle est autour, le soleil tombe, donc on ne peut pas faire 25 prises, et je crois qu'on a quand même pris la toute dernière qu'elle avait demandé elle. Nous, on était contents à l'avant-dernière, on a dit non, ok, ça va. Et puis le soleil passait derrière la montagne, donc on a dit non, ça va, c'est fini. Non, on a refait une. Et elle avait raison encore une fois, on a gardé la dernière. Mais nous, on pensait à elle depuis Un homme vrai, hein. Donc c'était pas fait, mais effectivement, on l'avait. Et puis il y a eu L'amour est un crime parfait, Oui, aussi. Ouais, Ils avaient interchangé leur rôle. Alors là, c'est pareil, c'est nous qui avons. Il y avait Mai Wen qui devait jouer la sœur, et Karine qui devait jouer la flic embusquée. Et vous avez, je crois que Mai Wen lorgnait un peu. Là, c'est des choses. Alors, des fois, il faut écouter des fois, pas toujours. Mais là, on a écouté ce désir-là, on s'est dit. On dirait qu'elles ont envie d'échanger. C'était assez étonnant. Et on l'a fait. C'est vrai que c'était intéressant. Donc Mai Wen joue de veuve, un peu éplorée, un peu la flic. Alors que comme ça, la fille sauvage dans le chalet, c'était plus évident, disons. Et que Karine joue une sorte de sœur incestueuse. C'est super ce qu'elle fait. Donc là, on a échangé au casting. On arrive à Tralala pour parler de ce film-là. Donc, alors, il y avait déjà des chansons, dans mon souvenir, dans Un homme un vrai. Il y avait déjà des parties chantées. Ouais. Donc, déjà, d'où vient cette envie de faire un film, de faire une comédie musicale, tout simplement? Et c'est quelque chose qui était depuis longtemps. Je pense qu'à l'époque, on n'arrive pas à se souvenir pourquoi dans Un homme un vrai, on avait mis des chansons. Ça partait vraiment du personnage qui est un réalisateur de court-métrage un peu, disons, un peu encombré par son propre univers. Et quand même, on se disait que la comédie musicale, quand c'est raté, c'est très raté. Donc le court-métrage que lui filme dans le film, dans la première partie du film, le décor s'écroule, ouais, c'est une comédie musicale très kitsch, Le kitsch. Voilà, et où il a mis l'histoire avec sa copine quasi en direct, c'est sa copine qui joue, à qui il fait dire des choses qui se sont dit entre eux, et tout ça chanté dans des costumes vieillots, des costumes. Donc ça venait de là, la comédie musicale, mais nous, comme si on s'en protégeait, on aimait déjà beaucoup ça, mais on mettait ça sur le personnage, et il foirait tout. Oui, c'est un ratage avant tout. Voilà, c'est comme si nous, on avait déjà fait notre comédie musicale ratée. On l'avait aperçu dans ce film-là. Mais et il y avait Philippe, il y avait des oui, c'est Catherine qu'on avait été chercher. Voilà. C'est lui qu'on a. Oui, par toi. Tu nous en avais parlé, on cherchait quelqu'un qui était à la fois musicalement, qui nous plairait, qui pouvait faire chanter. Puis je me souviens, il y avait la pochette de C'est l'homme à trois mains. Enfin, il y avait ce garçon tout nu sur une pochette, et un homme vrai qui s'était d'abord appelé d'ailleurs un garçon très féminin. Là c'est pareil, il y avait un côté garçon très féminin, Catherine, qui s'était dit qu'il peut s'occuper de Mathieu. Mais là, en le réanalysant, je pense que l'histoire du chant dans Un homme vrai, mais ça rejoint Tralala, c'est l'histoire du... Parce que la comédie musicale, c'est à la fois le comble du kitsch, de l'inauthentique, du faux, et puis il y a l'émotion qui peut arriver, et dont on pourrait dire qui peut être le critère du vrai et de l'émotion. Qui était en rapport avec les coqs dans le film. Et dans le film Un homme vrai, c'était en rapport avec les coqs de bruyère qui sont dans la nature et qui chantent vraiment. La comédie musicale naturelle, c'est les chants de parade, mais qui sont tellement artificiels quand on les voit, on se dit tiens, ça c'est naturel,
personne ne les dirige, ils n'ont pas appris de texte, ils n'ont pas appris de chorégraphie, et c'est tellement artificiel, les chants, les mimiques, les chorégraphies. Donc, et un homme vrai raconte ça. Donc entre la comédie musicale inventée par cet auteur, qui va arrêter de faire des films d'ailleurs dans le scénario, et qui va se retrouver face à ces places de chant. Donc le chant, et qu'est-ce que c'est, ces histoires de parade amoureuse, il y avait l'idée de la comédie musicale vraiment. Non, mais pour dire que ce qu'on appelle le vrai, c'est pas forcément dans la nature, il y a des choses qui paraissent très artificielles, et de la même manière, peut-être que dans... Donc le vrai, ce qu'on appelle l'authentique, voilà. On part du kitsch, c'est kitsch et authentique, voilà. J'ai l'impression que Lourdes étant le summum de ça, puisque tout est kitsch, oui, tout est kitsch, ça, et en même temps, il s'est passé quelque chose, oui, il y a quelque chose de sans doute d'authentique. Oui. Ça tourne autour de ça. Mais bon, alors, la comédie musicale suppose aussi que le spectateur intègre les codes, accepte les codes, accepte ce kitsch, accepte ce faux pour laisser surgir le vrai, d'accord. Là, ce qu'il y a, c'est que vous partez sur un film qui a ce fil conducteur dès le début. Donc, au niveau de la narration, au niveau des chants, au niveau du texte, il y a quand même toute une grammaire qui est différente. Au niveau des costumes. Ce qui est drôle, c'est qu'on est rattrapé par nos propres... ça n'a pas été si calculé que ça, puisqu'au départ, d'ailleurs, le film était prévu pour Philippe Catherine, donc qui était un vrai chanteur, mais dont on pourrait dire, comme Mathieu, qu'on a défini comme l'acteur amateur, dont on pourrait dire, là maintenant, il est très connu, etc. Mais longtemps, Catherine, pour le grand public, c'était un type qui ne sait pas chanter. Il y en a encore qui le disent, d'ailleurs. Oui, vraiment. Il y en a. Ce qu'on appelle les professionnels de la chanson. D'accord. Et qui, en réalité, sont énormément aidés par tout un tas de choses qui sont... Après, il a eu une période où il a joué de ça. Il est allé à la limite du non chanté. Mais il le savait. Donc les gens qui le découvrent à ce moment-là se disent, voilà, je suis la reine d'Angleterre, je vous chie à l'arrêt. Ce n'est pas que le texte qui faisait peur aux gens, c'était la voix, le tout, la musique. Mais il se trouve qu'on s'est retrouvé avec des acteurs qui allaient chanter. Comme ça, justement, de l'authentique et du chant, c'était partir plutôt au lieu du code de la comédie musicale, où tout le monde est expert, on est plutôt parti de l'inverse. C'est comment provoquer une émotion de comédie musicale, du chant, l'émotion musicale avec des gens qui ne sont pas chanteurs dans la vie, et tout le travail a été voir le scénario, ça tourne autour de ça. Qui ne sont pas chanteurs dans la vie, certes, Bertrand Belin, voilà. Alors, il y a une exception notable, mais qui a même fait évoluer le scénario. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, on va dire pour aller vite, le mec à la rue va à Lourdes, on le prend pour un autre, et il découvre qu'en prenant la place d'un autre, il est génial. Enfin, voilà. Et au fond, comme un tournage est toujours un tournage, encore une fois on en revient à ça, un tournage il faut bien regarder ce qui se passe et qu'est-ce qu'on nous offre. Et de manière évidente, on a vu qu'il y avait, alors ça semble con, mais il y avait un seul chanteur qui était Belin, et il y avait comme une arnaque du scénario si on avait dit c'est Mathieu qui devient le chanteur. On peut le faire, on peut manipuler les choses, on aurait boosté Mathieu, aucun souci, non mais c'est vrai. Ou même pour le premier truc de 2000, c'est pas les acteurs, s'ils n'étaient pas chanteurs, c'était des chanteurs qui chantaient pour les acteurs de 2000. Et on a dit non, il y en a un seul qui montera sur scène et qui restera à la fin, c'est Belin. Et ça on a fait évoluer le scénario, et l'histoire de Tralala, c'est celui qui remet les gens à leur place, et au fond, lui, son destin, c'est de tracer sa route. Et c'était pas écrit comme ça au début. D'accord. Donc ça c'est quelque chose, c'est quand on regarde la matière en tournant, ça c'est l'enjeu du tournage. Après ça se fait au montage, mais ça s'est quand même pensé au tournage. Il y a quand même aussi ce sont des comédiens qui ont des corps, et en préparant la rencontre, j'ai lu que déjà dans Paty, celle qui joue la mère morte était Mathilde Monnier, oui. Chorégraphe, voilà, et que vous avez ressollicité pour Tralala, pour les scènes dansées, tout ça. Mais c'est l'histoire des rencontres. C'était tellement aussi une rencontre forte avec Mathilde. Oui. Là aussi, on a compris, on demandait à des actrices de venir jouer une morte. C'est une
faute de goût. On avait des réponses, on n'y arrivait pas. Même Sabine, elle n'avait pas tellement. Et on pouvait le comprendre. Non, mais on peut le comprendre. On s'est dit, mais celles qui n'ont pas peur du corps, en l'occurrence, il fallait que ce soit du corps mort dans tous ces. C'est les danseuses ou les danseurs. Et Mathilde, elle est venue, et c'était un peu petit d'ailleurs, mais on a créé des ateliers, on dit la scène de l'apprenti fantôme, la scène où tu te redresses, un peu résurrection comme ça, et c'est des choses qu'elle proposait. On faisait un atelier pendant 1 heure. D'accord. Et là aussi, c'est des choses qu'elle proposait. On regardait, on en avait parlé un peu ensemble, et voilà, la rencontre s'est faite comme ça. Et de la même manière, on s'est dit, si on fait une comédie musicale, on va pas prendre alors. Les acteurs ne savent pas chanter, ils savent plus ou moins danser, mais on trouvait que c'était intéressant que Mathilde, justement, parte de ce que les gens portent, de ce que les acteurs portent, et qu'elle esquisse des chorégraphies à partir de là. Est-ce qu'il y a des questions? Commencez à préparer vos questions, n'hésitez pas, profitez de voilà, vos invités, la présence des invités. Soyez pas timide. C'est difficile de faire danser les comédiens ou pas? C'est difficile de les voir, eux, pour eux. Il y a des gens qui aiment danser et d'autres qui... On va dire que Mathieu et la danse, ça fait un peu d'eux. Il fait plein de choses. Il a plein de cordes à son arc. La danse, c'est pas trop son truc. Non mais au sens profond. Pas... Non, au contraire, c'est pour le sauver, le sens profond. C'est pas juste un mauvais danseur. On est tous mauvais danseurs certains soirs, très bons danseurs d'autres soirs. Tout à fait. Vous êtes bien rattrapé. Mais Mathieu, non, il sait imiter, il comprend. Quand il voit quelqu'un danser, il comprend le mood, le truc qui est bien, il le comprend. Mais il ne peut y rentrer dedans qu'en imitant les gestes qu'il a vus. Mais ce qui ne nous déplaisait pas sur Tralala en réalité, donc ce qu'il fait devant le miroir dans la boîte de nuit, Tralala, il imite un danseur. Il imite un danseur disco. Il fait ça. Limite, c'est Mathilde qui d'ailleurs a fait des propositions avec une autre actrice. Mathilde, elle a fait danseuse. une danseuse. Et Mathieu a vu cette vidéo-là. Et s'est mis à imiter cette danseuse. En réalité, c'est ça, il imite une danseuse asiatique. Qui elle-même imitait un garçon dansant. Tout à fait. C'était ça sa commande. Tu vas faire la danse du garçon. Ouais, c'est vrai. Donc de couche en couche et avec non, c'est pas un mauvais danseur. Ce n'est pas son truc. Ce n'est pas son. Il a du rythme. Il est musicien. Il a de l'oreille. Enfin, c'est pas un problème comme ça. C'est une bonne question parce que souvent j'aurais dit peut-être quand on chante et qu'on a le goût pour le chant, on n'est pas bon danseur. Et c'est assez faux parce que pour le coup on l'a vu avec Philippe Catherine, on l'a vu avec Dominique A par exemple, ça n'a pas l'air. Bon, il se trouve qu'on s'est retrouvés dans des soirées. Dominique A adore la danse, c'est un super danseur. Belen danse à sa manière, mais ils aiment ça. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais Nziri, elle danse pas. Ouais, toutes les filles dansent, on dit. Toutes les filles savent danser. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours un truc, la danse et le garçon. Oui, tout à fait. Le problème, il se situe plutôt là. C'est vrai, c'est vrai. Se laisser aller, on va dire aussi, ça revient au chant, la peur du ridicule est beaucoup plus forte évidemment chez les garçons. Donc soit on se laisse aller, on s'en fout, mais souvent, donc les garçons en sont un peu plus atteints que les filles. Encore une fois, pour faire le lien par rapport au film que vous avez choisi, la comédie musicale, vous aviez des films en tête où vous êtes ressourcé vous avez revu des choses, ou revu des réalisateurs, beaucoup, ou pas du tout, mis à distance, ou comment est-ce que ça s'est préparé, quoi, se mettre dans cette énergie-là aussi, dire, de ne pas faire de faux pas peut-être, ou de pas, je sais pas. On était habités, je vois l'affiche. On n'a pas parlé comme ça du film, mais de Demi, c'est un compagnon, on va dire. Donc forcément, Demi, la province,
ça c'est sûr que... Mais on n'avait pas vraiment besoin de les revoir, on les avait tous vus. Il se trouve que 3 places pour le 26, on y revient puisqu'il est assez peu vu. On a été très troublés de le revoir parce qu'à quel point il y a beaucoup de connexions dans le scénario. Donc il y avait Denis, ça c'est sûr. Mais dans Denis, il couche vraiment avec sa fille. D'accord. Non seulement il ne couche pas avec sa fille, et ce n'est pas sa fille. Oui. Oui, donc, pas... Mais le film avait été... voilà. Non mais par exemple, on savait que le film avait déjà été fait, mais c'est très troublant de le voir. Et sur le Pas scénario... chez Demi, de Podane, tout ça, Oui. on est quand même dans quelque chose de très incestueux à chaque fois. Mais Demi, plutôt sur les scénarios, ça donnait une confiance quand même. Il y avait une sorte de tradition française quand même, du scénario de comédie musicale à la française. C'était pas des scénarios hollywoodiens. Alors, et après, donc Demi ne faisait jamais chanter les comédiens. C'est toujours des chanteurs, les voix étaient doublées parce qu'ils voulaient un chant parfait. Et les scénarios ne racontent jamais ça, comment quelqu'un va arriver au chant. C'est pas ça, ces histoires. C'est une histoire très provinciale, ce qu'on aimait bien, mais il n'y a rien sur le chant en soi. Ça ne fait pas partie du scénario. Donc ça, nous, par rapport à Demi, on s'écartait un peu. Et après, quand on regardait, je me souviens par exemple, le générique des Demoiselles de Rochefort, qui est d'emblée une pure scène de comédie musicale. Là. Quand les forains traversent le transborder, il y a un gros dingue, il y a les plans de grue, ça démarre, on est bien, on est au chaud, ça démarre. Et nous, c'était quand même dit non, on va démarrer un peu de l'inverse. On va démarrer du degré zéro de la comédie musicale. C'est-à-dire, c'est Mathieu dans son squat avec sa pauvre guitare, qui a 3 petits poèmes qui surgissent dans sa tête parce qu'il voit une graine de poussière. Il fait un peu gling-gling, ça fait un peu couac-couac. Voilà. Et on s'était dit, non, la comédie musicale, elle sera à Lourdes. Donc c'est plutôt la première chanson de Josiane à Lourdes. Et là, la comédie musicale lui arrive vraiment dessus. Et après, il y a un peu les Minelli, mais dans les thématiques... ça, on a toujours vu dans les Minelli, parce qu'on voulait... Enfin, on en a vu, mais c'était tellement terrifiant. C'est-à-dire, soit ils ont des chanteurs américains, dans Star is Born, là, Judy Garland, quand ils se met à chanter. Ça, par contre, ça nous servait. Par exemple, quand quelqu'un chante très très bien, c'était toute une histoire au montage. Quand quelqu'un chante, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste avec l'émotion de c'est celui qui chante qu'on filme, et on ne regarde pas celui qui le reçoit? Par exemple, la première fois qu'elle chante dans Star is Born, c'est absolument pas coupé, c'est jamais coupé, c'est en plan séquence. Mais c'est la révélation que c'est une grande chanteuse. Et après, on revient à celui qui l'a écouté, et on est dans son émotion, il vient de comprendre que c'est une grande chanteuse. Donc, pour dire qu'on se servait de certaines choses, mais on s'en méfiait, c'est-à-dire il y a des grands chanteurs, il y a des grands danseurs, il y a des chorégraphies inatteignables, en tout cas dans les moyens, parce qu'encore une fois, pour X raisons, on n'a pas eu les moyens, mais Mathilde Monnier, le jour où on a les moyens de faire une chorégraphie avec elle de 400 personnes, elle l'a fait et elle sera magnifique. Et c'est pas qu'elle ne peut pas faire ça. Mais néanmoins, on tenait à ce qu'on ait une séquence, elle n'est pas au centre, on va l'appeler centrale quand même, qui est la boîte de nuit, et qui vient quand même de cet esprit minélien, c'est-à-dire le moment où les films décollent complètement et partent dans un univers complètement artificiel, où tout se met à danser, à chanter. On tenait à ce qu'ils gardaient cet esprit-là. Alors, avec nos moyens, c'est-à-dire 10 danseurs, et des boîtes de nuit, voilà. Mais on joue le jeu. Il y a ce moment dans la boîte de nuit. Il y a 17 minutes de musique ininterrompue qui change de genre. Les gens chantent chacun leur chanson jusqu'à la danse finale où tout le monde danse. Ça prend, voilà. Tout d'un coup, ça prend. Tout le monde chante, ça danse. Et ça, c'est Minelli. Il y a toujours un moment dans les Minelli très impressionnant où tout d'un coup, le scénario s'arrête. Enfin, il est repris par la chorégraphie. Il y a des choses purement plastiques, chorégraphiques et chantées. Je vais demander de choisir un extrait, donc c'est un extrait de la boîte de nuit. On peut le passer maintenant si vous voulez, que ça passe. Voilà, c'est une bonne tradition. À moi qu'il y ait une question, le temps que je prépare juste l'extrait. Pas de question, vous impressionnez. Non, c'est parce que vous annoncez une séquence de boîte de nuit. Je vais le voir en film. Ok. Et alors c'est où ça? C'est
Anch'io. Ça, c'est pas la boîte de nuit. Hein. Parti de rien, revenu de tout, c'est toi mon vrai héros. Je voyais grand, mais au bout de peu, mes rêves ont fait long feu, je reste à zéro. Et sur le quai, je suis resté jouer le Clint Eastwood. Tu étais mort et j'étais pensif, depuis 20 ans je boude. Je fais mon Clint Eastwood. On m'avait dit que j'étais beau, je voulais faire le beau. Grimper en haut de l'affiche et puis rester là-haut. Pat, tu es vivant, vivant et te revoir me signe. Tu étais mort, j'étais pensif, depuis 20 ans je compte. Mon Clint Eastwood, un vivant décoratif, un type nocif qui se consume. Ce soir, je me fume, un mort définitif. Fais pas le con, on est des frères. De quoi je vais avoir l'air si tu te fous en l'air? Sans toi, je suis rien. Bonsoir tonton, bonsoir papa. Comment ça va? Comment ça va? C'est top ici. J'aurais vu ça avant lundi. Et l'Australie, on fait demain. Que j'y pense. J'ai la France du mois de juin. Il faudra bien servir d'apis aux Australiens et faire coucou à Oulu, Rou, Oulu, Rou, Oulu, Rou, Oulu, Rou. Je serai à l'embarcadère demain matin. Bon, non. Non, et franchement, le son du DVD est super, mais là, il n'y a pas le son qu'il faut. Non, le son, il n'est pas terrible. C'est pas pour. Mais le son du DVD, il est bien. Hein. Mais dans la boîte de nuit, il faut le son. C'est pas un bon son. Oui, pourquoi, sur le choix de l'extrait, sur cette partie-là, c'était motivé? Non, c'était... La boîte, d'accord. je pense que je m'en souvenais même plus. Ouais, On avait pu dire la chanson de Belin, Clint Eastwood, voilà. Ouais, Mais... ouais. C'était déjà à dessein d'attribuer Ah oui, un puis on compositeur appelle ça, à chacun des comédiens, quand même. Voilà, et puis on a fait un truc qui ne se fait pas voilà, non plus. Il y avait cette C'est volonté-là au lieu aussi. d'avoir un musicien, Voilà. ce qu'on appelle qui descend du ciel et qui distribue sa parole et sa musique à tout le monde. Ouais. On s'est dit non, on associe un chanteur ou une chanteuse à chaque personnage, chacun a sa propre univers, sachant qu'ils se fréquentent tous peu, ils ne sont pas si différents les uns que les autres. Mais... Mais ça devait être pareil sur les textes des chansons. Et il se trouve que, alors c'était le Covid, tout ça, ils étaient tous très contents de participer, mais finalement ils ne répondaient pas trop au fait d'écrire des chansons. Et ils nous disaient toujours non, mais écrivez des choses et je vais rebondir dessus. Ce qu'on peut très bien comprendre, c'est-à-dire c'est pas forcément leur univers, tout ça, donc ils voulaient des appels, donc on s'est mis à écrire des chansons. Et nous, on les écrivait de manière légère, en se disant, de toute façon, ils vont se les accaparer, et puis ils vont faire quelque chose de bien, comme de vrais auteurs-compositeurs. Et il se trouve que très souvent,
elles nous sont revenues telles quelles, mais tout d'un coup, quand c'est chanté et mis vraiment en musique, enfin, on a compris la naissance d'une chanson. Parfois, le texte n'est pas grand-chose. Alors, en même temps, il changeait souvent juste le truc qu'il faut. Belin les a un peu plus transformés. Dominique A aussi a rajouté quelques trucs. Dao, rien. Il n'a rien touché. Il a pris la chanson. La chanson dans l'hôtel. C'est surtout Dao. Les autres, c'était vraiment bien. Parce qu'on donnait, on donnait un thème, on va dire. Catherine n'a rien touché. Oui, Catherine. Voilà, ça dépend des. Chaque compositeur. Mais j'allais dire, Catherine, c'était les chansons un peu ratées de Tralala. Oui. Il fallait que ça reste. Donc lui, il était super fort pour leur trouver des mélodies sur des chansons boiteuses, enfin, on peut le dire, puisque les textes étaient nous. Après, les autres, c'était beau, parce qu'on voyait des thèmes et ils rebondissaient très. Jeanne Chéral, on a vu juste dans le magasin de. Oui, ça aurait pu être celle du magasin qui est très jolie avec Mélanie. Qui est-il? Nous, on avait juste qui est-il, cette histoire de. Donc, est-ce que c'est le jeune homme qu'elle a connu qui revient, mais donc est-ce qu'elle tombe amoureuse d'un inconnu, ou est-ce que c'est le fait qu'elle soit inconnue qui la rend réamoureuse, enfin elle se perd dans cet inconnu, ce connu. Et Jeanne a rajouté la femme de 40 ans. Ça nous on l'avait pas mis. Et ça finit sur ça, sur une chanson d'une femme de 40 ans. Donc chacun y a mis ses thèmes du moment, quoi. Il y a encore une fois des questions, oui. Question. Non, mais c'est pour les ouvrir. J'avais demandé la même chose à Joachim Lafosse quand il a été irrésistible. C'est qu'il avait laissé dans certaines scènes, les personnages ont le masque. On pense que le Covid est présent dans le film, quoi. Et vous, donc, il est plus présent dans votre film d'ailleurs que dans le sien. Et comment s'est passé ce choix-là et pourquoi vous avez décidé de le garder, du coup de mettre en scène cet aspect-là du moment? Il y a eu. C'était pas dans le scénario. Oui, voilà, c'était pas du tout dans le scénario. On s'est longtemps posé à la production, qu'est-ce qu'on fait? Puis plus on avançait, déjà on a compris que les masques n'allaient pas disparaître. Et on allait tourner dans la rue, donc déjà il y avait un côté matériellement un peu étrange de dire on fait un film et on retransforme la rue. Il y avait des parties un peu documentaires. Donc c'était... Et puis après c'est plus profond sur le cinéma, c'est quand même très étrange de se dire à quel point le cinéma ne va pas filmer un truc tellement incroyable qui est en train d'arriver, et de se dire non, c'est pas notre sujet. Alors, on s'est dit... J'imagine quand on va avoir 10 ans, le Covid on l'aura plus ou moins oui, oublié, c'est ce qu'on s'est dit, mais c'est la meilleure manière, comment dire, Rossellini quand il tourne après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on va se dire ah ben ouais, c'est dépassé, enfin, il a filmé le moment. Mais là, il filme le sujet pour le coup. S'il filme un film qui n'est pas lié au sujet de la Seconde Guerre mondiale, il ne va pas la même nous, on s'est dit que le rapport des masques il y avait un rapport entre les masques et le chant. Non, mais ça rejoint l'idée de fond qu'on avait sur comment on va aller vers la comédie musicale. Donc pour aller vers, il faut partir de ce qu'il y a sous les yeux, tout simplement. Et il y avait ça sous les yeux, il se trouve, moi je trouve que ça tombe très très bien que ce soit ça. Enfin, une comédie musicale masquée, sans que ce soit une invention de nous, c'est un peu bête d'inventer ça, mais que ça existe au moment où on l'a fait, et le rapport de l'artificiel au naturel, etc., c'était pile dedans, quoi. Franchement, si on devait choisir, on pense que le film est bien mieux parce qu'il y a les masques. Il n'y a aucun... Et puis c'est ça qui est bien avec le cinéma. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pratique comme les acteurs. C'est-à-dire, il y a quelque chose... Il faut voir dans quelle mesure on y a pensé. Évidemment, ça a été pensé, mais dans quelle mesure on a accueilli ça. Et donc ça, c'est travaillé, mais sans passer, je trouve... encore une fois, ça dépend des films, mais ce film-là qui prétendait filmer aussi quelque chose de la vie, de la rue, à ce moment-là, il y avait ça, donc on le prend. Je pense qu'il y a quelques mauvais esprits qui se disent ouais, comme ça c'est facile, ils vont nous faire chanter les gens derrière des masques, on peut faire ce qu'on veut. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns. Et du coup, on l'a fait. Il n'y en a qu'une fois où Mathieu chante derrière son masque, quand il monte sur la tour, sur les châteaux, là.
la chanson un peu moyenâgeuse. Le premier couplet, il le chante avec le masque. Mais le deuxième, il l'enlève. Oui, et il se trouve, alors on n'en a pas parlé du son parce que c'était une évidence, mais on a enregistré des playbacks, ça c'était une manière de rentrer dans le film pour tous, les musiciens, les acteurs, les actrices. Donc tout le monde est arrivé sur le plateau avec des chansons qui avaient été enregistrées avec les paroles, chacune, mais qui étaient diffusées dans des oreillettes. Donc il n'y a pas de musique sur le plateau, donc on peut faire du son direct. Et quasi la majorité des chansons sont évidemment du son direct. Les gens chantent en direct dans le film. Ce qui n'était pas du tout donné d'avance, mais Mélanie par exemple, elle n'y croyait pas du tout. Et la chanson dans le magasin de Vierge, c'est du direct. Alors après, il se trouve que par rapport à Demi, maintenant il y a tellement de nuances, même le direct, on peut le retravailler, on peut l'affiner. Et les musiques aussi, Renaud Létang qui a orchestré, qui est l'arrangeur de toutes les chansons, c'est lui aussi le gros pilier qui fait l'unité de tout ça, à travailler les musiques par rapport à ce qui était donné dans le chant. C'est la musique qui s'adaptait à ce qui avait été donné par les acteurs. Quand on dit s'adapter, c'est beaucoup d'allers-retours, mais enfin, il n'y a pas de fausses notes et il ne manque pas un seul temps. Toute autre question, il y a beaucoup de réalisateurs qu'on identifie, qu'on attache à un territoire, à une zone presque géographique, à un pays. Et vous, c'est vrai que vous avez été un temps associé au sud-ouest, aux Pyrénées, à cette région-là, même si après vous avez empêché de voyager et de faire des films en dehors de votre, je ne sais pas si c'est une zone de confort, mais disons une zone géographique, mais je trouve que pour certains, surtout je pense à des cinéastes asiatiques qui se sont fait happer comme ça par le cinéma américain et qui pour moi n'ont pas fait leur meilleur film. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez ou est-ce que quand vous parlez de composition de plan, de lumière, de connaissance des lieux que vous avez quand vous tournez, est-ce que le fait de se retrouver un peu expatrié comme ça ou dans une autre zone, est-ce que vous perdez tous vos repères, vous trouvez que vous faites un moins bon cinéma, ou vous vous sentez au contraire, ça vous ressource, ça vous alimente, ou est-ce que tout simplement ça vous agace d'être catalogué aussi, cinéaste du sud-ouest? Il y a plusieurs questions en une. Oui, si on la résume. Non, le résultat, c'est qu'on se rend compte que nos repères fonctionnent ailleurs. Mais on est quand même structuré un peu lumière. On est structuré relief un peu quand même. Par exemple, on s'est senti extrêmement bien en Suisse. Architecture aussi, j'ai envie de dire. Architecture, la neige, et qui en plus la neige, ça devient un sujet tabou, comme on dit dans les Pyrénées. Il n'y en a pas. Dans les Alpes et en Suisse, on retrouvait notre enfance rêvée et enneigée, qui n'a peut-être pas si existé que ça, mais le rêve de la neige. Et le relief, oui, les courbes, qu'on a même retrouvé donc dans ce fameux bâtiment de la fac à Lausanne. Donc ça, je pense qu'on est un peu structuré relief. Non, la manière dont ça s'est passé, ça a été Peindre ou faire l'amour, qui était vraiment écrit pour des maisons, un lieu précis dans les Pyrénées. Pour des raisons de financement, on a dû tourner en Rhône-Alpes. Alors on a erré en Rhône-Alpes pendant des semaines pour atterrir. Pour comprendre que le point de vue qui était essentiel, c'était la maison. Et on approchait de plus en plus, on s'est dit si on ne trouve pas la maison. Et on est parti de la maison, quelqu'un nous a parlé d'une maison intéressante, qui était cette fameuse maison avec les séchoirs à noix, donc cette terrasse mi-extérieure, mi-intérieure. Et c'était un coin qu'on avait traversé rapidement et on avait dit là, jamais. Et à partir du moment, c'est l'Isère en fait. C'est l'Isère, c'est sous le Vercors. C'est au pied du Vercors. C'est beaucoup de champs de noix, c'est très particulier. Mais pour dire qu'à partir de là, on a ça a été un boulot de construire l'espace et ça a été passionnant. Il faut juste beaucoup plus de temps, c'est ça l'histoire, donc d'argent. Ça coûte plus cher. Donc en gros, quand on retourne chez nous, il y a aussi un côté comme ça, c'est parce que c'est plus rapide et plus économique. Mais nous, on aime bien, sachant qu'on est structuré comme on l'est, mais aller dans des territoires inconnus où on sent qu'il va y avoir des choses intéressantes, mais c'est du travail. C'est comme des acteurs, c'est un casting de lieu, et ça c'est passionnant. Pourquoi à un moment donné il y a un coup de foudre, comment on tire un fil pour retrouver autre chose, enfin
Ça, on aime beaucoup, mais ça prend du temps. C'est plus de temps. Là, pour le coup, dans Tralala, c'était lourde. Et c'était, voilà, alors là, c'était l'inverse. C'était l'inverse. retourner sur le lieu du crime, c'est-à-dire retourner vraiment sur le lieu de naissance. Lourde, on n'avait jamais osé y tourner un long métrage. Il y avait tout le truc social, ça rejoint un peu Tralala. On revient, on est cinéaste, on va nous regarder. Et ça, franchement, ça nous angoissait pas mal. Et ce qui était assez joli, c'était d'y retourner avec une comédie musicale qui nous protégeait un peu. C'était un genre. Voilà, on était un peu protégé par ça. Et ça s'est très bien passé. Et en même temps, on l'a vécu parce qu'on tournait dans des endroits à Lourdes où on allait peu. C'est ce qu'on appelle la ville basse, où il y a les hôtels, les magasins qui sont près des sanctuaires. C'est pas un endroit où on vivait tellement. Lourdes, c'est vraiment, il y a deux villes. Hein. Il y a la ville haute, qui est une petite ville de province tout à fait ordinaire, et la ville basse, près des sanctuaires. Et on allait assez peu en bas. Et d'ailleurs, on a tenu à dormir à l'hôtel, c'est-à-dire on dormait chez nous à l'hôtel. Et dans des hôtels où les hôtels où on a tourné, on n'y était jamais rentré en réalité. Donc on ne connaissait pas les lieux. Donc on avait le double regard, connu, inconnu. Et on était accueillis par des gens, alors, ça y est dans le film, hein, il y a toute une sociologie assez précise à Lourdes, ce qu'on appelle les hôteliers, donc les fils d'hôteliers. J'allais dire c'est des gens avec qui on était au lycée, mais non, parce qu'en général les fils d'hôteliers étaient pensionnaires dans des institutions religieuses, puisque les parents travaillaient beaucoup, et puis qu'en général ils avaient certaines idées. Mais d'ailleurs ils ont été plutôt traumatisés, ces fils d'hôteliers, par ces institutions dans lesquelles ils étaient pensionnaires. Mais bref, après ils faisaient un peu les cons, et après ils héritaient, et désormais c'est eux, et donc ils ont le même âge que nous, donc on était logés chez des sortes d'anciens camarades. C'était très étrange. Mais enfin, c'est un peu dans le film. On sent qu'il y a quelque chose, là, même si on n'arrive pas à le décrypter en tant que spectateur, mais du vécu, du regard sociologique en effet, de cette ville-là. Grands hôtels, petits hôtels, voilà. Ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui sont partis, ceux qui sont... Enfin, c'est la province en général, mais à Lourdes avec cette particularité de l'hôtellerie. C'est toute l'histoire de Pat, quand on se met à parler oui. de Pat. Donc Pat, celui qui a disparu de Lourdes, quand il est évoqué, ça c'est vraiment les rapports lourdais qui apparaissent. Et son rapport même avec le patron de l'hôtel, et la patronne. Et ça c'est très demi aussi. Mais c'est assez demi. Chez demi, il y a ça aussi, les enfants cachés, les relations. Mais qui était plus une idée des années 60 d'ailleurs. Quoique. Voilà, dernière, on va bientôt s'arrêter, on va faire une dédicace, on va boire un petit pot, tout ça, maintenant j'en profite quand même pour poser mes dernières questions. Non mais c'est pas des questions qui fâchent, mais un de vous faire un mois et marcher fort, 700 000 entrées, quelque chose comme ça. En gros, évidemment vous regardez les chiffres des entrées de vos films, j'imagine. Tout à fait. C'est ce qui permet, j'imagine aussi, de mieux faire ou plus difficilement faire le film d'après. Oui, encore que ça, c'est une question mystérieuse. Voilà, elles sont très mystérieuses. On dirait que les compteurs sont mis à zéro. D'accord. Avec le temps, on a fini par se dire que ça n'avait finalement pas de rapport. Mais, bon. Donc, on est d'accord, on regarde. Vous regardez quand même. Patti fait 350 000 entrées, la Tralala 100 000 entrées. C'est ça? Voilà, avec le bout des dents. Mais... Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous permet de vous projeter, de moins bien vous projeter? Comment vous vivez ça? Comment ça se passe? Non mais, enfin, je te laisse. Il y a un truc énorme qui s'est passé, c'est-à-dire il y a un truc qui s'appelle le Covid, etc. Donc à partir de là, 100 000 au mois d'octobre 2021, les mauvais esprits comparent, je l'ai vu, avec 700 000 de peindre en 2005. Il n'y a pas de rapport. Par contre, nous, on va finir distributeur, producteur, on commence par remarquer que les films traitant de sexualité d'une manière ou d'une autre font plus d'entrées que les autres. Vous allez faire un bon distributeur. On a remarqué ça. Elle nous fait l'amour, on continue avec Patti. L'amour est un coup parfait. L'amour est un coup parfait. Il faut le mot amour dans le film en fait. Voilà, l'association Amour, Larieux. Je parle au producteur qui sait très bien ça.
Non, mais ça, c'est sérieusement, comment est-ce que vous traitez ça? Est-ce que ça influe le film d'après, tout simplement? Est-ce que ça l'oriente? Enfin, nous, en plus, on se pose... Mais après, il y a des aléas de l'histoire. Par exemple, après Pas nous fait l'amour, donc ce fameux succès, on s'est lancé dans l'écriture des derniers jours du monde, en fait. Dans la filmographie, c'est le voyage aux Pyrénées qui arrive, mais nous, dans le travail, on avait commencé à travailler sur les derniers jours du monde. Donc, film plus important, avec des scènes de catastrophes, d'exode, etc. Donc le film plus cher, on s'était dit, on le fait après peindre. C'est l'occasion. Mais ça a été tellement long à produire aussi, qu'on se retrouve à faire un petit film rapide et très peu cher qui s'appelle Le Voyage aux Pyrénées. Donc quand les gens voient la filmographie, ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire Le Voyage aux Pyrénées après Pas nous faire l'amour? Alors Le Voyage aux Pyrénées qui fait 120 000 entrées, mais à 1,5 million. C'est-à-dire, faut dire mentionner. On peut dire c'est des échecs publics, mais enfin personne n'a perdu d'argent. Tu vois. Aline, là, je pense qu'ils perdent énormément d'argent, et pourtant elle fait 800 000 entrées, je crois, à peu près. Un peu plus. Ils vont arriver au million, on va dire. Ils vont faire le million, mais un film à 17 millions d'euros, le million, ça va pas du tout. Non, mais là où il faut pas, il se passe quelque chose. Non seulement c'est le Covid, mais en général les plateformes. Donc là, tout est nouveau et inconnu. Déjà, comparer les chiffres, ça devient un peu... Oui. Mais forcément, on y pense. Enfin, mais c'est plus général. Qu'est-ce qui reste du cinéma? Comment le continuer par rapport aux séries, par rapport aux plateformes? Toutes ces questions-là. Et donc vous, ça vous donne plus d'envie? Par exemple, par une série, est-ce que vous auriez envie, on vous propose d'écrire une série? On a donné 2 ans et demi. Ah d'accord, ok. Ça se passait à Lourdes. À Lourdes? Il était question d'apparition? Oui. C'est ça le problème. Et on va pas le rendre demi-responsable, c'est le cas de le dire. Enfin, il y avait Bolloré à la table, c'était à Canal. Ah d'accord. Mais qui a financé Tralala. Mais en série, c'est plus... La série touche à l'image de Canal, donc il y avait plus d'enjeux à tourner à Lourdes une série. Mais par contre, vous êtes amusé à l'écrire? Amuser une série. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écrivent des séries. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui s'amusent à écrire. Je voudrais en parler. Nous, on n'a rencontré personne qui s'amuse à écrire. Non, mais c'est de l'industrie. Il faut écrire 10 fois plus vite et on est payé 10 fois moins. Non, clairement. Alors, non, c'est très dur. Alors, pour reformuler, mais même par rapport à la narration, au personnage, à la fin, éventuellement, c'est amusant. Oui, non, mais au début et à la fin, c'est amusant. D'ailleurs, on est libéré sur les inspirations. On sait que ça peut être très développé, qu'il peut y avoir des revirements. Nous, on aimait bien, par exemple, beaucoup jouer avec... Ça a un peu changé, d'ailleurs, ce qu'ils appelaient les cliffs, les demi-cliffs, les cliffs de fin, les débuts d'épisodes. On adorait ça, sur quoi finir pour appâter le spectateur. C'est très amusant, en fait. C'est très amusant. Et commencer l'épisode d'après, surtout pas par la suite du dernier épisode, par autre chose. En fait, c'est tout très amusant. Oui. Mais après... On a été un peu broyés, c'est-à-dire les délais qui sont donnés. Franchement, on n'a pas... Idéologiquement, voilà, on n'a pas... Sur l'idée du récit sériel, feuilletonesque, c'est super. Après, la manière dont c'est financé, dont c'est fait, on trouve ça très dur. La seule hypothèse qu'on a, c'est que je pense qu'il faut avoir écrit avant, seul, par je ne sais pas comment, et arriver avec l'objet écrit. Parce qu'il y a énormément d'intervenants. Beaucoup de gens se mêlent de... Alors ça peut être très utile, mais c'est pas des contraintes qui sont faites qui font avancer ou non, alors oui, ça se fait, je ne sais plus comment ils appelaient ça, on met tout le monde autour d'une table au bout d'un moment et on lance les idées, mais au sens propre. Il y a les gens écrivent des idées sur un papier, ils se les lancent, ça va très très vite, il y a des méthodes d'écriture comme ça. Bon, oui, vous, c'est pas votre... Non, puis on s'est retrouvés à deux, non, mais c'est pas... Vraiment, c'est la seule fois où on s'est vraiment confronté. Il y a une sorte d'artisanat dans le cinéma d'auteur, on va dire, qu'on peut arriver, qui peut aller assez loin. Là, écrire ce qu'on nous a demandé, l'ampleur de ce qu'il y avait à écrire, on s'est retrouvés à deux, on ne voulait pas faire l'historique, on
fait démarrer à 4. Hein. C'était trop énorme. Trop énorme. Donc du coup là on a été un peu refroidi, mais en soi l'idée de la série, et d'ailleurs je pense qu'on ne lâchera pas, un jour on y reviendra, mais on a compris qu'il fallait de la ruse, beaucoup de ruse. Et donc, prochain projet, s'il y a projet, si vous avez envie d'en parler, comment ça fait Producteur de... Ok, donc il y a pas. Mais il y en aura. Il y en aura. Ah oui, c'est bien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, et je vous remercie. Merci à vous. Il y a un petit coup qui est offert. On va se retrouver près de la table où on a mis les DVD que vous avez sélectionnés, puis vous pourrez les dédicacer. Les DVD, voilà, si vous voulez les acheter, DVD et Blu-ray.